Alors, une fois que nous avons vu le congé du locataire, quand même assez souple, on va voir que le bailleur, lui, bénéficie d'un congé qui n'est pas aussi ouvert dans la mesure où déjà il ne peut être donné que pour le terme du bail, donc que pour l'échéance qui est mentionnée par le bail. Sachant que si le bailleur est une personne physique, le bail est d'une durée de 3 ans. Si le bailleur est une personne morale, le bail est d'une durée de 6 ans. Donc ça limite beaucoup les possibilités de congé du bailleur, contrairement à celles du locataire. De plus, le bailleur, lui, il est tenu par un préavis de 6 mois, donc un préavis bien plus long, qu'il faut bien veiller à respecter parce que si le congé est donné avant ou après ce préavis, les effets vont différer pour le bailleur, il aura plus ou moins de droits. D'abord, si le congé est tardif. Le congé tardif, ce serait le congé qui serait donné moins de 6 mois avant l'expiration du bail. Ce congé est nul, donc ça implique que le bailleur ne pourra pas récupérer ses locaux. S'il est donné pour une mauvaise date, donc ça arrive que le bailleur calcule mal sa date, soit elle est prématurée, donc c'est-à-dire il donne congé pour une date antérieure à l'échéance du bail. Dans ce cas, ce n'est pas très grave, on admet que les effets du congé vont être reportés à l'échéance du bail, à la date de fin qui est mentionnée par le contrat de bail. Si la date est postérieure, on voit souvent le cas avec le lendemain de la date de fin du bail. Par exemple, un bail qui prendrait fin le 30 octobre, eh bien, le bailleur va donner congé pour le 1er novembre. Ça ne fonctionne pas. Il devrait donner congé pour le 30 octobre à minuit. Donc, dans ce cas, il y a une nullité du congé, sachant que là également, les tribunaux essaient de sauver le congé du bailleur lorsqu'il respecte quand même le préavis de 6 mois, si c'est juste une histoire de date qui peut être donc rattachée à une erreur matérielle. Donc maintenant que nous avons vu, donc là encore, à quel moment le bailleur peut donner congé, il faut savoir comment il peut donner le congé. Il peut le faire donc par les 3 mêmes formalités que celles dont dispose le locataire, sauf que pour lui, l'instrument qu'il va choisir va être très important parce que ça n'a pas les mêmes conséquences. L'instrument idéal pour le bailleur, c'est l'acte d'huissier. L'acte d'huissier, certes, il a un coût, mais il a une date incontestable. C'est-à-dire que peu importe que le locataire ou chacun des locataires, s'il y en a plusieurs, il faut plusieurs congés, soit présent ou pas à son domicile quand l'huissier se présente, c'est cette date qui va faire foi. L'huissier va laisser un avis de passage et l'acte sera réputé signifié à cette date, qui ne sera pas contestable. De plus, l'huissier étant un professionnel, donc il présente une garantie professionnelle, il va assurer l'efficacité de son acte, donc il aura les bonnes mentions, la bonne date, etc. C'est moins aléatoire que les 2 autres possibilités que sont le courrier recommandé avec accusé de réception, donc qui est vraiment à déconseiller dans le cadre d'un congé du bailleur, surtout s'il est en limite de délai. Pourquoi? Parce que le courrier RR est souvent source d'un contentieux important, c'est-à-dire que le locataire, lui, il n'est pas forcément d'accord pour s'en aller, donc il ne va pas hésiter à contester ce congé en disant qu'il n'a pas reçu ou qu'il a mal reçu. Alors certains locataires vont dire qu'ils ont reçu une enveloppe vide, donc là, c'est au locataire d'apporter la preuve que l'enveloppe était vide, ce qui va être difficile pour lui, à moins de faire venir un huissier quand il reçoit le pli et qu'il l'ouvre, et qu'il faut vraiment que le pli ne comporte pas de courrier à l'intérieur. Ce qui va être plus efficace pour le locataire, c'est d'invoquer un problème sur sa signature. Donc soit il est illisible, soit c'est pas lui qui a signé le pli présenté par les services postaux, ce qui arrive quand même régulièrement. Donc dans ce cas, ça pose une difficulté parce que c'est au bailleur de prouver que chacun de ses locataires a personnellement reçu son congé, a personnellement reçu le pli, donc que c'est la bonne signature. Une dernière difficulté, c'est lorsque le locataire refuse le pli recommandé ou bien qu'il lui est présenté en son absence et qu'il ne va pas le retirer à la poste. Donc dans ce cas, la notification est réputée ne pas avoir été faite puisque la première présentation ne vaut pas notification au sens du Code de procédure civile. Donc c'est la raison pour laquelle l'acte d'huissier est quand même bien plus sécurisant pour bien démontrer la date et éviter le risque de contestation par la suite que le courrier recommandé avec accusé de réception pour un bailleur. Le courrier remis en main propre contre récépissé ou émargement, donc ça c'est une possibilité qui est offerte depuis 2014. Ça reste possible, là encore c'est un peu difficile dans la mesure où il faut l'accord de chaque locataire pour qu'ils acceptent de recevoir le congé du bailleur, de bien émarger, de bien mettre la date, leur nom, etc.
Et il faut faire attention aux mentions, surtout si c'est un récépissé, donc un document à part qui doit bien se référer au congé du bailleur. Donc là encore, c'est assez aléatoire et veut vraiment privilégier l'acte d'huissier, d'autant que la sanction, donc on en parlait tout à l'heure, c'est la reconduction automatique du bail. C'est-à-dire que si le bailleur loupe la fenêtre de tir, qui est quand même très encadrée, eh bien, il repart pour un tour. Donc il repart pour 3 ans, si c'est un bailleur personne physique, ou pour 6 ans, si c'est un bailleur personne morale. Donc il faudra attendre de nouveau l'expiration du bail pour pouvoir délivrer un congé, ce qui n'est pas sans conséquence. Le congé du bailleur, donc, il doit être adressé par le propriétaire ou par son mandataire, sachant que si le bailleur a un mandataire, donc un agent immobilier, un gestionnaire de biens, il faut que celui-ci dispose d'un pouvoir spécial pour délivrer le congé et que le congé mentionne bien l'identification du propriétaire pour que le locataire sache bien de qui ça vient précisément. En cas de propriété démembrée, donc usufruit nue propriété, le congé doit être délivré par l'usufruitier, sauf en cas de congé pour vendre, parce que c'est un acte de disposition, auquel cas il faut l'accord non seulement de l'usufruitier, mais également de tous les nus propriétaires. De même, en cas d'indivision, donc là, l'indivision, c'est l'hypothèse où plusieurs personnes sont propriétaires ensemble du même bien. Le congé ne doit surtout pas être délivré au nom de l'indivision parce qu'elle n'a pas de personnalité morale, ce n'est pas une structure en soi, donc il doit être délivré au nom de chaque indivisaire avec une majorité des 2/3. Sachant que cette majorité, s'ils ne l'ont pas au moment de délivrer le congé, ça peut être régularisé en cours de procédure s'il y a une contestation par la suite. Là encore, il existe une exception, c'est dans le cadre du congé pour vendre. L'unanimité des indivisaires est requise, toujours parce qu'il s'agit d'un acte de disposition. Et il faut savoir qu'en cas de difficulté, donc s'il y a un désaccord entre les indivisaires et qu'il y a vraiment une nécessité de donner le congé, notamment pour vendre le bien, parce qu'il y aurait un risque de dépérissement, dans ce cas, il est possible de se faire autoriser par le juge. Donc l'autorisation judiciaire remplacerait le congé de chaque indivisaire et permettrait de valider cette fin de bail. Le destinataire du congé. Donc, le bailleur doit envoyer son congé à chaque locataire qui est mentionné par le bail. Donc, si c'est une colocation, donc chacun devra le recevoir. Et également, dans le cadre de la cotitularité légale, à l'époux ou au partenaire de Pacs du locataire qui pourrait s'être marié ou s'être pacsé pendant le cours du bail, mais à la condition, bien évidemment, que le locataire en ait informé le bailleur, parce qu'il se peut que le bailleur ne soit pas informé de cette union, auquel cas le colocataire ne pourra pas dire mais le congé n'est pas opposable, vous ne me l'avez pas signifié. Donc c'est au locataire de prouver qu'il a bien donné cette information au bailleur. Des présomptions, donc le fait d'habiter ensemble, ne suffiront pas à démontrer qu'il était informé donc, de l'union intervenue pendant le cours du bail. Il est possible que le congé ne soit pas délivré à certains locataires qui bénéficient d'une protection, locataires âgés et locataires aux ressources modestes. Donc, si le locataire est âgé de plus de 65 ans et a des ressources modestes, donc c'est des conditions cumulatives, hein, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Les ressources modestes, ce sont des ressources qui sont inférieures au plafond pour l'attribution des logements sociaux en catégorie PLUS. Donc, dans ce cas, il ne peut pas recevoir de congé de la part du bailleur. Ces locataires, pour apprécier les ressources, s'ils vivent en couple, on va retenir uniquement les ressources du locataire concerné. Donc, on va les individualiser et ces ressources vont être prises en considération donc à partir des ressources qui sont déclarées à l'administration fiscale. Donc, on ne fait pas le revenu global des deux qu'on divise, on fait vraiment les revenus déclarés par chacun auprès de l'administration fiscale. Cette protection s'applique également au profit de la personne qui serait à charge du locataire. Donc, ce n'est pas que le locataire, c'est également la personne à charge du locataire. Mais il existe une exception à cette exception, à vrai dire 3, puisque le bailleur lui-même bénéficie d'une protection s'il justifie des mêmes conditions que le locataire. Sauf que là, ça ne va pas être des conditions cumulatives. Il ne faut pas qu'il ait et 65 ans et des ressources modestes. C'est alternative. Donc, si le bailleur a plus de 65 ans,
et son locataire ne bénéficiera pas de la protection personne âgée, ressources modestes. Sachant que le bailleur, donc pour cet âge, c'est forcément une personne physique, mais si le bailleur est une personne morale, il peut bénéficier donc de cette exception s'il s'agit d'une société civile familiale, c'est-à-dire d'une société entre parents ou alliés jusqu'au 4e degré inclus. Alors les degrés, pour rappel, c'est le nombre de générations entre deux personnes. Donc des parents en 1er degré, grands-parents en 2e, arrière-grands-parents en 3e. Également, on peut partir en collatéral avec l'oncle, on va remonter jusqu'à l'auteur commun, donc 1, 2, l'oncle 3e, le cousin 4e degré. Donc, les personnes d'une société civile familiale, si elles justifient donc d'avoir plus de 65 ans, ça permettra donc qu'il n'y ait pas cette protection du locataire. Également, si le bailleur a des ressources modestes, donc le même plafond hein, d'attribution des logements sociaux catégorie PLUS. Et enfin, si le bailleur peut faire une offre de relogement auprès du locataire, donc il serait âgé et aux ressources modestes. Donc dans ce cas, son congé serait valable, sachant que l'offre de relogement doit correspondre aux besoins et aux possibilités du locataire et se situer dans le même secteur géographique. Alors par même secteur géographique, on entend le même arrondissement ou un arrondissement limitrophe, ou bien la même commune ou une commune limitrophe. Donc on reste vraiment sur le secteur. Sachant que le bailleur ne peut pas se contenter de donner des annonces de location au locataire, il faut qu'il justifie d'une vraie offre de location, c'est-à-dire d'un accord d'un propriétaire pour mettre le logement à disposition du locataire. La loi ne précise pas à quel moment cette offre de relogement doit être formulée. On considère qu'elle doit être faite avant la fin de l'échéance du bail parce qu'il peut y avoir une difficulté pour le bailleur qui est de connaître le montant des ressources de son locataire. Donc, s'il ne connaît pas ses ressources, il est possible que le locataire lui dise plus tard « Oh, mais moi, j'ai reçu le congé, mais j'ai le droit de bénéficier de ma protection puisque j'ai plus de 65 ans, mais j'ai aussi des ressources modestes. » Donc, il s'agit de permettre au bailleur de se sortir de cette difficulté en faisant une proposition de relogement, donc il pourra faire postérieurement au congé qu'il aura délivré à son locataire. Les effets du congé du bailleur. Alors là, contrairement au congé du locataire, celui-ci peut quitter les lieux avant le terme du délai de préavis. Donc dans ce cas, il ne sera pas tenu du paiement des loyers et des charges jusqu'à la fin du préavis. En revanche, s'il se maintient dans les lieux au-delà du délai de préavis, donc le bailleur sera fondé à obtenir son expulsion en saisissant le juge pour obtenir une décision de justice et exécuter cette expulsion.